Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le mercredi prochain, les nouveaux ministres du gouvernement 3 de Patrice Talon feront leur baptême au Conseil des ministres jeudi dernier. Le gouvernement a été remanié, 6 entrées pour 3 sorties, pour bon nombre d'observateurs sociopolitiques. Ce remaniement technique se résume en récompenses et sanctions, entre autres réactions après ce remaniement, celle du premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, pour Philippe Noudianomain, au vu de la configuration du nouveau gouvernement, en dehors de la récompense accordée à quelques éléments pour leur zèle dans la défense du système, le reste c'est on prend les mêmes et on recommence. Saturnin Djossou, nous parlons donc encore de ce remaniement technique aujourd'hui. Beaucoup se sont fait leur opinion depuis le jeudi dernier. Certainement que vous aussi, vous avez eu une lecture de ce choix ou des choix opérés par le président Patrice Talon. Pour vous d'abord, est-ce qu'il y a eu remaniement technique? Un remaniement reste un remaniement. Dès que vous changez de position à un ministre d'un portefeuille à un autre, puisque je parle de changer de positionnement, c'est déjà un type de remaniement. Lorsque vous faites entrer d'autres personnes au gouvernement, quel que soit le nombre, c'est un autre type de remaniement. Souvent, quand on entend remaniement, on s'attend, à juste titre, beaucoup s'attendent à ce que ce soit plus de nouveaux visages qui entrent sur un gouvernement qui actuellement est à 24, sans oublier la position de Pascal René-Koupaki, parce que ça, il faut également le dire. Beaucoup pourraient souhaiter voir plus de la moitié comme étant de nouveaux visages entrés pour servir le pays à ce niveau-là. Et ils se contentent de quelques entrées seulement. Ça fait que beaucoup estiment que c'est une montagne qui finalement accouche d'une souris, encore qu'il y avait des attentes concernant la situation que nous avons traversée nous traversons depuis les législatives du 28 avril dernier, voir certaines personnes d'une certaine obédience rentrer au gouvernement pour envoyer un certain signal à la population comme quoi, après les élections, on essaie de sauver ce qui peut encore l'être. On pense à un gouvernement d'union nationale puisque c'est l'expression qui est utilisée. Et lorsque sur tous ces tableaux, beaucoup de ceux qui attendent Patrice Talon sur ce comportement, ayant constaté qu'il n'a pas répondu comme il l'aurait souhaité par le remaniement, mais pour lui ça reste un remaniement, c'est son troisième gouvernement. Maintenant, parlons justement de ce remaniement-là. Est-ce que ce remaniement répond à un objectif selon vous? Sur le président de la République, c'est l'objectif qu'il a poursuivi en choisissant ceux qu'il a appelés, en maintenant ceux qu'il a maintenus. Je crois que pour ceux qui ont été maintenus, ça ne devrait pas nous surprendre autrement. La plupart d'entre eux, ou ceux qui, pour les dernières législatives, étaient candidats, après leur élection, sont retournés au gouvernement. Et on ne laisse pas une place au Parlement pour retourner au gouvernement sans avoir une garantie de rester au gouvernement au-delà du prochain remaniement qui viendrait. Donc pour moi, ça ne me surprend pas que Patrice Talon ait gardé tout ce nombre-là, ses fidèles, pour ainsi dire, qui ont fait la route avec lui jusqu'ici. Sur ce point, je ne suis pas surpris, pas du tout. Les autres qui sont rentrés, on peut en parler. Il y a des visages qui sont inconnus du grand public. Il y a d'autres qui sont bien connus du public, qui ont commencé par faire leurs armes en politique depuis qu'ils se sont servis de leur profession pour déjà prendre une certaine place dans l'opinion publique. Patrice Talon connaît les objectifs pour lesquels il a agi ainsi. Mais c'est son gouvernement, il a le pouvoir de le composer comme on lui semble, la Constitution lui en donne les prérogatives. C'est ça. Patrice Avala, au vu de la configuration du nouveau gouvernement, en dehors de la récompense accordée à quelques éléments pour leur zèle dans la défense du système, le reste, c'est on prend les mêmes et on récompense d'ici Philippe Noudianomain. Vous partagez ce point de vue? Je l'ai aussi dit sur ce plateau le vendredi avec les titres en débat, l'émission matinale. Tout à fait. Sur Soleil FM. On prend les mêmes, on recommence, étant entendu que des 24 noms, il n'y a que quelques 3 qui paraissent de nouveaux visages peu connus par le public
béninois sur le plan politique. Tous les autres, c'est des personnalités qu'on connaissait sous l'ancien président Boni Yayi ou encore beaucoup plus avec les autres gouvernements qui sont passés à la tête de notre pays. Il y a certains noms qui sont restés et qui continuent toujours d'être à la une de l'actualité au Bénin. Je m'attendais à plus par rapport à ce nouveau gouvernement annoncé dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous êtes resté sur votre soif. Je suis complètement resté sur ma soif. En ce qui concerne les personnes qui font partie de ce gouvernement. Plus loin, il y a la carte politique de notre pays qui n'a pas pu avoir une place comme cela se doit au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale. Quand on sait que le chef de l'État est la seule personne à même de juger de la capacité de telle ou telle autre personne pour travailler avec lui afin de porter le Bénin sur l'orbite du développement. Et donc, Patrice Talon a fait ses choix, certainement en connaissance de cause. Il a vu beaucoup faire avec lui depuis le 6 avril 2016. Ils sont toujours restés avec lui. Peut-être pour leur fidélité, il les a gardés dans l'équipe gouvernementale. Ils ont certainement bien fait leur travail parce que si on ne vous reproche rien. Mais j'ai quand même eu comme sentiment que ce remaniement ministériel est intervenu juste pour sanctionner 3 personnes. Pour sanctionner, vous avez cette impression. Sanctionner oui. Mario Di Latanasso, sanctionner le ministre ou sinon l'ancien ministre du Commerce, Serge Arissou, ou encore qui... Pourquoi sanctionner? Oui, si on a constaté le départ de l'équipe gouvernementale après ce remaniement ministériel, il est dit que certainement on leur reproche quelque chose. Vous avez vu les cérémonies de passation de service, comment ça s'est déroulé le vendredi à la suite de ce remaniement ministériel, même dans des ministères. Le personnel, en tout cas une certaine catégorie de personnes, y était balai en main. Juste pour donner le signe qu'il y a un malaise qui était là, assis dans ce ministère, et avertir également celui qui a pris le portefeuille pour lui dire attention, il faut savoir se comporter ici. Il faut avoir le sens d'écoute. Parce que lorsque vous travaillez avec des gens, vous ne les écoutez pas. Vous affichez comme celui qui s'auto-suffit. Vous avez des conseillers comme celui qui n'en a pas. Vous avez des cadres du ministère qui sont là pour vous aider à réussir votre mission que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez personne, vous avez peut-être votre plan dans votre tête que vos collaborateurs ne maîtrisent pas. Il est normal qu'à la fin, quand vous sortez de cette façon, que on puisse vous balayer, comme on a vu au sein de ce ministère. Et même là où on n'a pas eu de balai. Et ça dit que ce sont les médiocres qu'on a balayés du gouvernement. De mon point de vue, oui. C'est parce qu'il y a eu insuffisance de résultats. Ils ne sont pas à la hauteur. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas à la hauteur. Je ne sais pas ce que le chef de l'État attendait de ceux-là qui sont débarqués du gouvernement. Mais s'ils sont partis, c'est que celui qui les a nommés n'a certainement pas eu le résultat escompté. D'accord. Si tel est le cas, il ne faut pas continuer par les garder dans l'équipe gouvernementale pour que son objectif ne soit pas atteint. D'où ce remaniement ministériel pour les déposer et embarquer d'autres personnes qu'on juge peut-être utile de faire le travail. Et c'est ce que nous avons eu. Vous avez dit dans votre introduction tout à l'heure qu'il y a eu 6 entrées connues de tout le monde, des noms auxquels nous ne sommes pas trop familiers. D'accord? Ils vont faire leurs preuves. On ne naît pas ministre, on ne naît pas président de la République, on commence quelque part. Ils ont certainement des choses à faire valoir. Mais il y a leur personnalité qui compte également. Il y a leur histoire, parce que chacun a son histoire.
On pourra revenir certainement sur chaque ministre, voilà, ou certains aspects, effectivement. Alors, Joël Tchogwe, un nouveau gouvernement, pour quel objectif? Un nouveau gouvernement, est-ce que ce gouvernement, d'ailleurs, est-ce que c'est un gouvernement qui permettra véritablement à ce qu'on puisse régler les problèmes urgents, les problèmes actuels du pays? Je vais vous dire, sur la question, moi, je ne ferai pas fine bouche. Je ne ferai pas fine bouche parce que il y a des éléments sur lesquels il faudrait insister. Alors, si vous interrogez les motifs pour lesquels un chef d'État peut décider de faire donc un remaniement ministériel ou bien de faire un jeu de chaises musical à l'intérieur donc de son gouvernement, il y a plusieurs raisons. Mais au nombre de ces raisons, il y a deux qui me paraissent fondamentales. Il y a d'abord une visée politique. Et il y a d'abord la recherche donc, de la performance, ce qu'on pourrait mettre sur le tableau de bord de la technicité. Et donc, il reviendra à nous autres ici et maintenant d'interroger un peu le profil de ceux qui ont été appelés à servir aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon, ou de nous intéresser plutôt qu'à leur production sur leur parcours. Et pour ma part, ceux qui espéraient que ce gouvernement serait un gouvernement d'union nationale ou bien un gouvernement qui va intégrer une certaine personne d'une certaine obédience politique, pour moi, cela relève plus d'une analyse naïve. Parce que avant qu'on ne parle de gouvernement d'union nationale, il faut d'abord être dans un contexte effectivement de crise. Et tout le monde sait que le Bénin, juste après les élections législatives, nous avons basculé dans une crise de confiance, une crise qui a d'ailleurs dégénéré. Mais également, il faut forcément que le contexte d'un dialogue puisse être trouvé. Et jusqu'à ce que le remaniement n'intervienne, nous n'étions pas dans un processus donc, de dialogue entre les différentes parties engagées dans la crise socio-politique au Bénin. Conséquence, un remaniement qui intervient à ce niveau, on ne peut pas donc s'attendre à ce que des acteurs de l'opposition, par exemple, puissent se trouver une place au sein du gouvernement. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, parce que beaucoup s'interrogent sur le fait qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être une vague de nouvelles entrées au gouvernement, qu'on puisse chamboulonner, remettre en dessus, en deçà le gouvernement. Là encore, j'ai toujours fait une analyse dans ce studio et à l'aune de la configuration de ce nouveau gouvernement, je trouve encore une fois raison dans ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il faut essayer de lire la personnalité du chef de l'État, Patrice Talon. Il faut essayer de lire un peu sa philosophie. C'est-à-dire que c'est un système, il travaille depuis 2016 à asseoir un système solide, à pouvoir se définir, s'offrir un régime qui a des racines assez profonde dans la nation. Et même après Patrice Talon lui-même, s'il le veut, s'il le souhaite, lui-même après son départ, ça continuerait pas à aller. Et vous voyez, partout au monde, quand vous voyez un système dans lequel on bouge difficilement des pions, on fait de petits pas lorsqu'il s'agit de réaménager un gouvernement, lorsqu'il s'agit de pouvoir à un poste vacant, par exemple à la tête d'une préfecture, lorsqu'il s'agit d'une direction technique, par exemple, même si on limoge un ministre, même si on limoge un DG, pour le remplacer, on prend assez de temps parce qu'il y a derrière un travail qui se fait avec Munici pour identifier le profil d'acteur qui pourrait répondre à un objectif précis avant de bouger. Donc, quand vous voyez donc, dans tous les gouvernements au monde, un régime qui fait l'option de ne bouger que difficilement les pions, cela voudra dire que quoi? Dans la philosophie politique donc, de ce gouvernement, c'est-à-dire que ça ne va pas se limiter à un quinquennat, à 3 ans, à 5 ans, non. On va plus au-delà. Parce qu'on veut fidéliser plus les acteurs, on veut fidéliser plus les soutiens pour pouvoir avoir un contrôle absolu sur ceux-là. Parce que ce que Boni a eu à faire et qui a plus donné de clients aux oppositions, à son régime, c'est justement parce que lorsqu'on fait un remaniement, lorsque chaque 2 mois, lorsque chaque 3 mois, on procède à des remplacements à la tête donc, des directions stratégiques, les gens qui ont été remplacés systématiquement parce que ayant été coupés de leur biberon,
ils vont aller donc déposer leur valise dans l'opposition. Mais ici, on ne constate pas cela. Et donc, ce gouvernement ce troisième gouvernement, pour moi, répond encore davantage à cette philosophie politique développée depuis 3 ans et demi par le chef de l'État. Et je ne suis pas du tout étonné que ça soit seulement quelques 3 ou bien 2 personnes qui puissent trouver leur place. Maintenant, sur le fond de la question, on a éclaté 2 ministères. Désormais, nous avons le ministère de la Communication, on a le ministère qui est chargé du numérique, de la digitalisation. Donc, on a éclaté ces ministères. Et on a également éclaté le ministère des sports, la culture, du tourisme et tout ce que vous savez. Franchement, pour ma part, sur l'éclatement du ministère du tourisme, je trouve que c'est bien pensé. C'est bien pensé parce que, à mon avis, c'était 2 départements ministériels qui avaient été couplés, qui avaient été cumulés et qui pesaient sur le dos du jeune ministre, certes compétent, qui fait ses preuves depuis quelques années aux côtés du chef de l'État, Osvaldo Meki. Mais pour ma part, pour ce qui relève de la culture, du tourisme, et quand on sait quand même que ce gouvernement, quoi qu'on puisse dire, fait donc de ce secteur un secteur clé, on veut baser donc l'économie sur la promotion du secteur touristique, il était temps qu'on puisse peut-être détacher ce ministère, par exemple, qu'on puisse retrouver quelqu'un à la tête donc de ce ministère pour pouvoir faire le travail. Ministère de la Communication, c'est là peut-être que je partagerai l'avis du professeur Philippe Noudjanoumen qui parle de contentement des soutiens les plus virulents, les personnes qui ont plus défendu. Parce qu'au fond, de quoi parlons-nous? Lorsque vous écoutez, vous interrogez encore le parcours du nouveau ministre de la Communication, notre ministre de la Communication, Maître Alain Orumla, il y a pas si longtemps que ça, il était assis à cette même position, je me trouve actuellement devant vous, devant moi, dans la position de modérateur, défendant des causes aujourd'hui qui sont reprises par les opposants au régime de la rupture. Donc, il s'est trouvé un chemin. Il a rejoint d'abord le bloc républicain, il a été candidat à positionner sur la liste, il n'a pas pu se faire élire, et finalement, qu'est-ce qu'on trouve à faire? Le chef de l'État, pour contenter peut-être un soutien les plus virulents, qui a certainement pris beaucoup de risques pour lui, en un laps de temps, avec ce revirement, ce caractère donc versatile, on trouve quand même la manière pour lui créer donc une porte d'ouverture, il entre au gouvernement. Pour ma part, je pense que sur ce point précis, on a fait parler plus la politique, à mon avis, qu'une recherche de fruits, de résultats, après donc tout. Mais ce qu'il faut, je vais finir sur la question en vous disant ceci. Voilà. Nous sommes à quelques mois de la fin du quinquennat, du mandat du président Patrice Talon. Et un peu comme beaucoup d'analystes le disent également déjà, je pense qu'avant la fin de ce quinquennat, nous ne risquons plus d'avoir un remaniement parce que c'est un monsieur qui fonctionne, qui fait donc de très petits pas et qui sait donc là où il va, il sait quand il va faire appel peut-être à telle personne ou à telle autre personne. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure sur la personne du ministre de la Culture qui a été également nommé. D'accord. Alors, Saturnin Diossou, nous savons que des 6 nouveaux ministres, 4 sont du bloc républicain et déjà ceux du bloc républicain disent déjà que c'est une récompense des efforts et sacrifices consentis par le parti. Il y a le président donc du parti, Abdoulaye Biotane, qui l'a tweeté, et il y a également l'honorable Janvier Yawedeu qui est également revenu sur la question. Est-ce que vous avez l'impression vraiment que c'est juste, puisque aujourd'hui il y a 10 députés du bloc républicain au gouvernement sur les 24, est-ce que vous pensez que c'est donc pour régler cette injustice-là? Pas forcément. Pas forcément. L'Union progressiste et le bloc républicain sont des partis qui se réclament de Patrice Talon. Avant la publication de la liste de ce 3e gouvernement, on a entendu dire que le président de la République a consulté ces 2 partis. Il ne peut en être autrement. Il ne saurait composer ce gouvernement sans tenir compte de ces 2 enfants ces 2 jumeaux qu'il a mis au monde, au risque de commencer par nourrir la contestation au sein même de cette famille politique. Et c'est déjà trop tôt pour eux
de commencer par avoir cette implosion. Il faudrait qu'on garde le bloc impact, comme on le dirait, intact, pardon, oui. pour reporter au plus tard possible les frustrations. Et vous savez que on a toujours dit que Patrice Talon est plus proche de l'Union progressiste que du bloc républicain. Que d'une manière ou d'une autre, il cherche à fidéliser les uns et les autres, à envoyer des signes d'assurance au bloc républicain pour leur dire: on a beau m'associer à l'Union progressiste, on a beau me trouver plus du côté de l'Union progressiste, le bloc républicain est quand même, il n'en demeure pas moins que le bloc républicain reste cet autre fruit des réformes politiques que j'ai pensé et que j'ai cherché à implémenter. Donc pour moi, c'est normal qu'il y ait Union progressiste et bloc républicain. Je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres personnes qui ne sont pas de ces formations politiques, parce qu'il y a d'autres formations qui sont nées après la réforme du système partisan qui se réclament de soutien de Patrice Talon. L'UDBN, par exemple, le PRD. Le PRD, à ce niveau, on pouvait avoir de frustration au sein du bloc républicain, parce qu'il y a certains caciques du PRD qui se sont retrouvés bloc républicain et ont indiqué, et ont précisé que Adrien Oumbédi au départ a dit qu'on est républicain. Il n'est plus dans il a décidé de continuer de façon séparée, de faire le chemin seul. Donc, il reste républicain. Quelqu'un comme Augustin Arango-Ebla, on pouvait s'attendre à ce qu'il aille au gouvernement et qu'on note là un coup que Patrice Talon porterait à Oumbédi, qui a manqué de fusionner avec le bloc républicain. Ça n'a pas été fait. Ça fait partie des frustrations que nous entendons déjà et qui parviennent d'une manière ou d'une autre à nos oreilles. D'autres qui, au rendez-vous, ont constaté qu'ils ne sont pas associés, qui peut-être auront été touchés, à qui on aurait promis peut-être des choses pour les maintenir toujours comme soutien du président de la République, parce que n'oublions pas que la crise post-électorale reste là, même si apparemment il y a un calme. En soufflant sur la braise, ça peut prendre. Et si la braise reprenait et comptait en plus des opposants actuels, des personnes qui se réclamaient soutien du gouvernement, ça n'arrange en rien le président de la République actuelle. Donc, il joue sur ces différents tableaux. Il sait que plus longtemps il maintiendra la cohésion, plus loin il se donnera des chances d'évoluer, de voir les différentes politiques qu'il souhaite voir passer par l'Assemblée nationale, même si de ce côté on est en train d'assister à une certaine théâtralisation, on veut confier le rôle d'opposant à certaines personnes. Donc le nombre de députés bloc républicain retournant au gouvernement... Ça ne compte pas. Mais maintenant, parlons des ministres qui ont entre-temps servi sous Bouniaï, aujourd'hui environ 8. Est-ce que c'est parce que nous manquons de cadres dans le pays qu'on est obligé de faire avec les anciens, on quitte le même poste, on ramène la personne 2 ou 3 ans plus tard au même poste sans pouvoir expliquer quelque chose? Vous faites allusion à Hervé Roumain sur votre dernière intervention. Tout le monde sait que Hervé Roumain était parti du gouvernement sur un coup de tête, sur un coup de colère du président de la République, Patrice Talon, parce que quelque part il y a eu effondrement, on l'attendait sur le chantier, il n'était pas là-bas. Il a préféré faire un crochet quelque part pour faire, je dirais, un meeting politique. Et l'autre, sur ce coup de tête, la sortie de son gouvernement. Et son comportement juste après pouvait nous amener déjà à savoir que Hervé Roumain n'était jamais loin. Ceux qui sont habitués au ministère des Infrastructures vous diront que Hervé Roumain était toujours dans les couloirs, dans les coulisses du ministère des Infrastructures, se déplaçait avec le ministre intérimaire, en tout cas celui qui était là et qui a Puisqu'il était encore à la présidence en tant que conseiller. En tant que conseiller, même avant d'être conseiller, Hervé Roumain continuait de descendre sur le chantier avec le ministre qui a suivi, le ministre qui a été nommé à Alassane Seydou, à son emplacement. Donc, ce n'est que peut-être une certaine manière de revoir sa position, les élections législatives étant passées, ayant peut-être constaté un travail que Hervé Roumain a à faire sur le travail dans sa circonscription électorale. Pourquoi pas, pour que le parti au pouvoir arrive à glaner ce qu'il a, le président de la République arrive à glaner les sièges qu'il a pu avoir dans la région, qu'il revoie sa position et rappelle Hervé Roumain au gouvernement. Pour moi, ce n'est pas une surprise aussi que Hervé Roumain retourne au gouvernement. Vous parlez de ceux qui ont soutenu Yahi, des anciens ministres de Yahi. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont au gouvernement. La plupart, ils ont commencé ce gouvernement. Il y a aujourd'hui Jean-Michel Abimbola qui s'ajoute à la liste. Avant d'être actuellement ministre du gouvernement, Jean-Michel Abimbola
fait partie de ceux qui ont soutenu le président de la République à l'Assemblée nationale. Il était coordonnateur du bloc du BMP, on a dit non, du bloc pour la majorité présidentielle. Oui. Et n'oubliez pas qu'au sein du bloc républicain, il y avait cette rivalité. Quand on a dit, bon, il faut finir avec le triumvirat, il faut que quelqu'un prenne la tête, comme au niveau de l'Union progressiste, on voit Bruno Amoussou, on veut avoir un visage à la tête du bloc républicain, et non trois comme on en constate, et que finalement Patrice Talon, ou je dis Patrice Talon parce qu'on sait que le parti répond de lui, il y a Abdoulaye Biotchane qui a été positionné, et Jean-Michel Abimbola a descendu à un autre poste dans le bureau politique du bloc républicain. Il fallait aussi ça. Il fallait également le contenter. Pour tout ce combat qu'il a mené, il retrouve un portefeuille, un poste auquel il a servi sous Boni Yayi, culture. Il revient encore à ce poste. Ça justifie peut-être que c'est son appel qui a aussi contribué à l'éclatement. Joël le disait, c'est normal. Quand Patrice Talon a commencé par diriger en avril 2006, on a eu un ministère de la Culture et du Tourisme qui était séparé du ministère des Sports. Je crois que c'était Anjoun Koué qui était le premier ministre de la Culture de Patrice Talon. Et puis, par la suite, quand il y a eu remaniement, le deuxième gouvernement de Patrice Talon, on a fusionné les sports avec le tourisme et la culture. Les artistes, en tout cas les acteurs de ce secteur-là, n'ont pas manqué de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'on est allé les noyer avec les sports et que ce n'est pas des départements qui devraient aller forcément ensemble. Il les a écoutés cette fois-ci, il a éclaté, il a confié à quelqu'un qui est resté et qui a géré. Donc ce que moi je pense, les ministres de Yayi dont vous parlez ne sont pas d'aujourd'hui aux côtés de Patrice Talon, à part Éléonore Yayi Ladécan, qui n'est pas FCBE, mais qui porte le patronyme Yayi, qui a servi Yayi aussi, qui fait polémique. Tout à fait, ça fait vraiment polémique. D'aucuns disent que c'est pour créer la confusion au sein des formations politiques. Et justement, on a vu le parti FCBE également sorti rapidement un communiqué. Patrice Avala. Oui, nous avons vu le ministre Éléonore Yayi Ladécan, au temps fort du président Boni Yayi, qui avait donc servi sous le président Boni Yayi. Et tous avons été également surpris par son entrée dans cette nouvelle équipe gouvernementale formée par le président Patrice Talon pour son troisième remaniement ministériel. C'est vrai, on a eu ces informations qui ont circulé un peu partout sur les réseaux sociaux, comme quoi Éléonore Yayi Ladécan faisait partie ou ferait partie du parti Foscori pour un Bénin émergent. Mais très tôt, ce parti a remis les pendules à l'heure en déclarant haut et fort que, bien vrai que Dame Éléonore Yayi Ladécan a travaillé sous le président Boni Yayi, mais aucun lien pratiquement de filiation avec l'ancien président de la République, mais tous deux sont proches. Et à aucun moment n'a figuré dans les instances du parti Foscori pour un Bénin émergent. Voilà. Aujourd'hui, on ne nous démontre également pas que le nouveau ministre est dans l'un des partis politiques aujourd'hui appartenant au chef de l'État, que ce soit le Bloc républicain ou l'Union progressiste. Éléonore Yayi Ladécan n'appartient à aucun de ces partis politiques. Et donc, on pourrait dire qu'il s'agit d'une personnalité neutre. C'est un choix que le chef de l'État a eu à faire. Il y a certains qui pensent que c'est pour une question ou c'est pour répondre à l'équilibre régional, prendre quelqu'un donc du Nord pour montrer que le chef de l'État n'est pas toujours quand même favorable ou ne veut pas simplement s'entourer de la région méridionale. Est-ce que pour répondre à des questions d'équilibre régional, on est obligé d'aller appeler son ennemi entre griffes pour venir servir à ses côtés? Elle n'a jamais été. Oui, elle n'a jamais été. Si tant est que la proximité avec l'ancien président de la République est établie, c'est vrai que la majorité de ces ministres que nous voyons aujourd'hui autour du président Patrice Talon avait servi encore sous Boni Yayi, mais on n'avait pas jusque-là vu Éléonore Yayi aux côtés du chef de l'État. C'est vrai qu'elle est au niveau de l'université, je pense qu'elle doit être parmi les vice-présidents de l'université d'Abomey-Calavi, troisième vice-président si je ne me trompe. Recteur. Vice-recteur, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, le chef de l'État a fait ce choix. Lui seul, encore une fois, c'est
quelles sont les raisons qui le poussent à faire le choix de tel ou tel autre parti pour faire partie de son équipe gouvernementale. Peut-être que Madame Éléonore Yayi Ladekan répond aux aspirations du chef de l'État. Elle pourrait faire l'affaire si l'ancienne ministre n'avait pas répondu à toutes ces aspirations. On sait quels sont les bruits de couloir qui sont au niveau de ce ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec même l'arrêt du processus d'élection des recteurs et consorts. Il y a les étudiants dont on a enlevé le droit de grève, les étudiants qu'on a obligés à rester en un seul syndicat, rejetés par la cour, et etc., etc. Autant d'éléments au niveau de l'université que le chef de l'État doit avoir certainement pris en compte pour faire son choix. Marie-Odile Latanaso a démérité selon vous? Je l'avais déjà dit, c'est le chef de l'État qui juge du résultat atteint par un ministre pour décider de son maintien ou de son rejet. Aujourd'hui, Marie-Odile Latanaso n'est plus du gouvernement du président du président Patrice Talon. Mais il n'est pas aussi exclu qu'on puisse voir la dame demain au palais pour servir en tant que conseillère ou je sais pas. Il y a beaucoup de postes au niveau du palais de la République qu'elle peut occuper pour toujours rester fidèle au chef de l'État. Et donc, pour une équipe gouvernementale, c'est vrai que quand nous observons un peu cette équipe gouvernementale, moi, je me dis qu'on aurait dû s'abstenir de ce remaniement ministériel parce que ça n'a pas apporté trop de nouveau. Si ce n'est que qu'on prend les mêmes et qu'on recommence. Vous avez parlé de Jean-Michel Abimbola. Jean-Michel Abimbola, on le connaissait à ce poste de ministère. Aujourd'hui, on l'a remis à son poste. Et tous ces événements que nous avons eus après le 28 avril, au lendemain, déjà même le 28 avril, date de l'élection, des élections législatives, les 1er et 2 mai à Cotonou, après, etc., au niveau de Kaoru, Savet et consorts, oui. On a eu des morts. Malgré ça, on a formé une nouvelle équipe gouvernementale. Les ministres qui étaient là, quand les forces de l'ordre ont tiré sur des populations soldées par des morts, on ne les a pas déposés. Ça veut dire ce que ça veut dire en politique. Ça veut dire qu'ils ont répondu aux aspirations du chef de l'État qui a jugé utile les maintenir encore dans son équipe gouvernementale. Le peuple béninois a dénoncé cet état de choses. Ce sont des populations béninoises qui ont reçu des balles réelles de l'armée. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tiré. On ne sait même pas quel est le nombre de personnes qui avaient été tuées à ces événements. Mais pourtant, il y a eu un remaniement ministériel et les ministres ont gardé à leur poste. Les ministres tels que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité publique et donc le ministre de la Défense Nouanti. Alors, Joël Tchobé, face à tout ça, je disais tout à l'heure, et Patrice Zavala l'a répété, comme quoi on prend les mêmes et on recommence avec le même scénario. Jusqu'à quand? Non, là-dessus, il ne faut pas tomber dans ce que j'appelle souvent l'émotion. La Constitution a été claire. Le chef de l'État nomme et met fin aux fonctions de sa ministre. Et les ministres sont nommés et sont responsables devant le chef de l'État. Les ministres que vous voyez, les 24 ministres ne sont pas responsables devant le peuple béninois. Ils sont responsables devant le chef de l'État. Et donc, c'est la Constitution qui donne les pleins pouvoirs dans notre système politique actuel au chef de l'État de nommer qui il veut. Il peut demain décider de vous nommer, vous, Ulrich Attindo, ou même demain, on vient de faire un remaniement. Il a la capacité aujourd'hui de vous nommer, vous, demain, s'il le souhaite, pour remplacer encore un nouveau ministre qui vient d'être nommé et met fin comme ça à ses fonctions. Ça, c'est la loi qui l'a dit. Maintenant, la question, c'est la manipulation que l'on fait de cette possibilité qui nous est donnée de nommer, de mettre fin et de poursuivre les objectifs. Mais pour ma part, sur la question de on prend les mêmes, on reprend, je ne voudrais pas faire ce débat. Je sais que le chef de l'État a été élu et c'est lui qui a pour 5 ans les destinées donc de ce pays. Et donc il sait à qui faire confiance,
Il sait quand il faut pouvoir le faire. Sur le choix des personnes, parce que je voudrais en venir. Il y a tout à l'heure, Saturnin, j'ai abordé la question donc du ministère des Transports avec Saturnin Diossou. Un mot rapidement sur le retour du ministre Herroman. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Avec Herroman, je pense que Saturnin vous a démontré que Herroman n'était pas aussi loin de ce ministère, puisqu'il a été nommé quelques semaines seulement après son départ du ministère des infrastructures, conseiller aux infrastructures auprès du président de la République. Et à ce titre-là, il était encore dans les arcanes du ministère qu'il dirigeait quelques mois seulement plus tôt. Donc pour moi, c'est un retour à ce poste-là. Et ce qui est important, c'est d'observer cette fois-ci ces nouveaux éléments qui ont été introduits dans ce gouvernement pour voir quelle sera peut-être la performance dans les jours à venir. On verra très bien. Mais ce qui m'intéresse, il y a trois ministères sur lesquels je voudrais insister. Allez-y. Quand on prend par exemple la crise que nous traversons cette fois-ci avec le Nigeria depuis bientôt 3 semaines, je pense que logiquement, on pouvait s'attendre à ce que 2 ministères soient sanctionnés. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce. Parce que, quand on prend le ministère du Commerce, plus de 50% de nos échanges commerciaux, c'est avec le Nigeria. Nous avons une situation de crise avec le Nigeria, on ferme. Logiquement, ce ministère également est au cœur de cette crise-là. Parce que les riz qui sont bloqués au niveau des frontières, les produits maraîchers qui pourrissent, avec de graves conséquences économiques sur notre pays, ça met donc au cœur de la crise le ministère du Commerce. Il a été sanctionné. Beaucoup de personnes, non, certainement peut-être pour d'autres motifs, parce que vous savez que beaucoup de personnes rattachent à ce départ peut-être une certaine incompétence, une mauvaise gestion des ressources humaines et tout ce que vous savez. Le ministère de la diplomatie, c'est également là le problème, parce que c'est ce ministère qui devait être maintenant le porte-flambeau de la résolution même de cette crise-là. Et ça a perdu depuis plus de 2 semaines, avec des conséquences. Est-ce que, un peu comme pour citer le doyen Souley Siaka, qui aujourd'hui est le monsieur Nigeria auprès du chef de l'État, qui aujourd'hui nous pouvons désigner comme le monsieur Nigeria auprès du chef de l'État. Parce que, est-ce que si la crise perdure, ça vous a dit que quoi? Le bail diplomatique qu'on devrait actionner entre Abuja et Cotonou, piloté par le ministère des Affaires étrangères, ça veut dire que la machine est enrhumée. Et quand c'est enrhumé, c'est le numéro 1 du ministère qui est visé. À moins que le chef de l'État lui-même en assume l'entière responsabilité du blocage que nous constatons, et il a trouvé opportun de laisser encore des marges de manœuvre à son ministre. Ça, c'est la lecture que je fais. Et je finirai sur le ministère de la Culture. Encore une fois, la personne de Jean-Michel Abimbola qu'on débarque du Parlement. Parce que n'oubliez pas, c'est Jean-Michel Abimbola qui, pendant la période préélectorale, est venu à la tribune de l'Assemblée et a annoncé que le consensus qui avait été trouvé quelques jours plus tôt au sein de la commission technique mixte opposition et mouvance, pilotée par le chef du Parlement d'alors, Adrien Ougbédi, c'est lui qui, au détour d'un discours officiel, a annoncé que le consensus avait été débridé et qu'il y a brisure, il y a cassure, il y a complètement absence de consensus. Et c'est à partir de cet instant-là, beaucoup de personnes ne se rappellent plus, mais c'est à partir de ce jour-là que les événements dont parle Patrice, la suite, on connaît la suite, on la connaît. C'est à partir de cet instant-là que les élections ont été organisées et il disait que rien ne va plus arrêter le processus. Lui, il a annoncé, ils sont allés aux élections et ça a continué. Donc aujourd'hui, pour moi, le débat du Parlement, ça prouve que le pouvoir même reconnaît qu'il n'y a plus d'enjeu au Parlement. Parce que le monsieur dont on parle aujourd'hui, Jean-Michel Abimbola, coordonnateur du BMP, on sait quand même que ce n'est pas n'importe quel pion. Et si pour moi, si le pouvoir sait qu'il y avait danger au Parlement, on ne prendrait jamais le risque de le débarquer du Parlement pour le faire ministre. Parce qu'on sait que toute l'action du gouvernement serait donc en face de beaucoup de rébellions, de beaucoup de discussions au Parlement. Et on aurait pu le maintenir de l'autre côté. Si on ne l'a pas fait, encore une fois, pour moi, c'est une question, encore une fois, politique et que le pouvoir reconnaît tacitement qu'aujourd'hui, ce Parlement, c'est un Parlement qui symbolise la crise. Il n'y a pas donc d'enjeu. J'espère que après les scandales qui ont émaillé sa gestion, parce qu'il était ministre de la Culture déjà, oui. Le milliard culturel, les artistes savent de quoi nous parlons. J'espère que cette fois-ci,
quand il fait maintenant son comeback, que les artistes auront la paix. Voilà. C'est ça. Saturnin Diassou, sur la question en 1 minute pour conclure à votre niveau. Non, la question Jean-Michel Abimbola, j'ajouterai simplement qu'on ne perd pas de vue qu'il est le seul député qui a été rappelé du Parlement, qui a été appelé du Parlement pour le gouvernement, alors qu'il est en fonction, alors qu'il est député. Joël a rappelé tout le rôle qu'il a eu à jouer. On annonce par la tribune du Parlement que le consensus a échoué de son propre chef. Et quand on est coordonnateur, on occupe une position de pivot. C'est par soi que tout tourne. C'est le couloir de transmission, en quelque sorte, le porte-parole de cette famille-là politique qui était le bloc de la majorité présidentielle ou parlementaire, qui a été par la suite scindé en deux et qui a donné Union progressiste et Bloc républicain. Donc Jean-Michel Abimbola au gouvernement, et lui-même certainement il savait que d'une manière ou d'une autre il va se retrouver de ce côté-là. Il est parti. L'autre cas qu'on n'évoque pas souvent, moi aussi je devais faire compléter la liste. Si on devrait en quelque sorte faire le procès à Arissou, le ministre Arissou de la fermeture de la frontière, je pense qu'on pourrait même aller au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc je pense que c'est Arissou, d'abord quand il venait au gouvernement, n'oubliez pas, on avait cherché à lui trouver une coloration politique qu'on ne lui avait pas trouvé. C'est difficilement que les gens sont allés lui trouver un passé dans un cercle de réflexion de jeunes du PRD qu'on lui a collé comme pour contenter ceux du PRD, dire que bon, on a appelé quelqu'un du PRD. Quand on est dans cette situation que je trouve de faiblesse, il y a un remaniement à faire. Quand on était à l'époque inconnu au bataillon, on préfère sacrifier ceux-là que de sacrifier ceux qui ont fait la route avec soi. Je pensais à Mario Di Latanasso, dont on n'a pas parlé presque, qui est pour moi la surprise de ce remaniement ministériel. Pour quelqu'un qui a porté les réformes de Patrice Talon pendant la campagne électorale, qui a défendu ces réformes en tant qu'enseignante au niveau du supérieur, qui se retrouve à ce poste et débarqué. À quel moment? Ne l'oublions jamais. À un moment où on parle de la fermeture des universités privées, on en a dit 103 à fermer. Déjà, devant l'opinion publique, quels que soient les arguments qu'on sortirait, 103 universités à fermer, on a du mal à croire que, quel que soit ce qu'explique le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, il n'y a pas un bâton quelque part, il n'y a pas un règlement de compte quelque part qui s'y cache. Et les promoteurs du privé n'ont pas manqué d'alimenter la grogne. On ne parle pas de ce sujet-là aujourd'hui. Il y a les recours qui ont été déposés, et selon les informations qui nous parviennent, beaucoup de ceux qui ont déposé les recours ont eu à confondre la ministre. Dans le respect même des tests de cette disposition des tests de 2008 qu'on cite, il y a des gens qui ne devraient pas se retrouver être fermés à la prochaine rentrée académique et qui sont en train d'être fermés parce qu'on leur dit l'agrément une fois, c'est renouvelable après 2 ans. On n'a pas respecté ces délais. Et n'oubliez pas également que Mario Di Latanasso a géré une patate chaude récemment. La patate, la patate Cames, où il y a des enseignants béninois qui sont allés là-bas et que le Cames s'est réuni au Bénin avec Mario Di Latanasso qui était devenue présidente en quelque sorte de ce conseil des ministres, avec des Béninois qui ont été sanctionnés, qui ont été dégradés, et pas n'importe quel Béninois encore. Dami Nyamou, on parle de professeur Salami et autres. Ça a été un coup dur et ça n'a pas manqué. Peut-être juste après, vous allez constater que le Bénin, je crois, accordait un financement par rapport au Béninois qui allait au commerce et le président de la République a dit on gèle pour le moment, on n'évolue pas. Ces 2 dossiers ont compté pour beaucoup dans le départ de Mario Di Latanasso qui, selon certaines informations, jusqu'au jour là même, ou que ce soit le jour là qu'on l'informe de son départ du gouvernement, elle ne s'y attendrait pas. C'est pourquoi moi je parle de cette surprise-là. Merci beaucoup à vous, Saturnin Diassou. Merci également à Patrice Savala. Merci à vous, Joël Tchogwe. Un remaniement ministériel qui laisse un goût inachevé pour certains ou qui ne comble pas toutes les attentes. Nous en avons débattu. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de votre émission L'Intégrale. Boulevard des opinions. Les journalistes